Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Hier, au cours du conseil de cabinet, le ministre de la Santé, dans sa présentation de la situation épidémiologique liée à la pandémie du coronavirus, faisait savoir que le nombre de patients testés positifs au Covid-19 s'élève à 5356 cas au Cameroun, parmi lesquels 177 décès et 3326 personnes guéries. Pour Manaouda Malachi, l'augmentation de ces dernières semaines du nombre de patients est principalement due au relâchement observé dans l'application des gestes barrières. C'est dans ce contexte de phase compliquée de la pandémie que les élèves des classes d'examen et étudiants sont appelés à reprendre le chemin des classes dès lundi 1er juin. Face aux réserves d'une frange de la communauté éducative, le gouvernement se veut tout de même rassurant et affirme que des dispositions ont été prises par les ministres du secteur éducatif pour assurer le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale au sein des établissements scolaires et universitaires. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui vous sera présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Retour à l'école et Covid-19, à quoi devrait-on s'attendre? Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec l'honorable Marlise Douala-Bel. On dit toujours honorable, c'est bien. On reste honorable, c'est bien cela. Honorable Marlise Douala-Bel, bonsoir, bienvenue une fois de plus. Merci de m'avoir convié. Voilà, vous défendez comme toujours les couleurs du RDPC, peut-être même de votre champion. Parce qu'on dit souvent, vous êtes les défenseurs du lion. C'est bien cela. Nous sommes les communicants du lion. Les communicants du lion, c'est une formule très chère au professeur Boyomo Assala. Bienvenue sur le plateau. Merci. Voilà, Marlise Douala-Bel, ancienne du lycée Joss, c'est ça? On vous a vu très active ces derniers temps. Vous paraît bien la rentrée des enfants. Oui, ancienne du lycée Joss, c'est vrai. Oui. Mais mon activité est plutôt justifiée ou alors peut s'expliquer par les fonctions que j'assume au niveau du lycée Joss, à savoir président du conseil d'établissement. Voilà, ok. Donc tout est fin prêt là-bas pour lundi? Oui, je crois, nous sommes toujours à pied d'œuvre et on s'active, mais surtout ce qui est important, c'est le sens de l'engagement du personnel enseignant, le sens de l'engagement du personnel administratif. Oui. Tout le monde autour du proviseur, je vous jure que c'est une vraie ruche. Okay. Nous sommes en plein sur les chantiers. Voilà, en face de vous, Valérie Niek, bonsoir, bienvenue. Valérie, bienvenue à Douala. Merci encore Serge Alain. Bonsoir à vous, bonsoir à Alex Honorable, Marlise, que je respecte beaucoup. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs et particulièrement à tous ceux-là qui souffrent du Covid ou qui ont des gens qui en souffrent. Voilà, Valérie Niek du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Exactement. C'est bien cela. Voilà, on va prendre tout de suite la direction de Deauville, où nous attend le docteur Nokam Gislain, neurologue à Deauville. Comme je l'ai dit, bonsoir docteur, bienvenue une fois de plus. Oui, bonsoir, c'est Alain. Je suis bien d'être avec vous pour échanger un peu de l'actualité du Covid à Cameroun. Voilà, on va permettre que la technique essaye de voir avec le docteur Nokam parce que la qualité d'écoute n'est pas optimale. Bon, on commence par Douala, docteur honorable Marlise Douala-Bel. On a quand même suivi des sons de cloche discordants, des syndicats d'enseignants qui ont posé un certain nombre de préalables, des parents même, vous les avez suivis sur ce plateau qui était formel. Ils disent que dans ce contexte, dans ces conditions-ci,
pas question pour eux d'envoyer leurs enfants à l'école dès lundi. Tout Parce à que l'heure, ça se justifie par le fait que la courbe, Madame Niek. la contamination est de plus en plus exponentielle. Alors permettez, Serge Alain, en retour, Oui. que je dise à Madame Niek que... Je vous vois venir. Parce qu'elle a dit ex-honorable, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, Elle a ok, dit je croyais que- c'est une personne que j'admire, Bon, je respecte, que je respecte beaucoup. Voilà. Mais je voulais vous rendre la politesse pour dire que j'ai déjà eu à vous écouter. Oui. Et je suis fière parce que vous représentez notre avenir et de la plus belle manière, déjà par votre beauté et ensuite par votre verbe, votre raisonnement et surtout votre engagement. Parce que tout cela ne sert à rien si on ne peut pas porter les causes qui font avancer notre pays. D'accord. Voilà, honorable donc, comme je disais, vous Alors, avez suivi oui. des parents sur ce plateau, puisque hors de question d'envoyer leurs enfants à à l'école. l'école dès lundi. Ce débat, je voudrais qu'il ait une note de gravité, Oui. parce qu'il s'agit de la vie de nos enfants, il s'agit de notre propre vie, parce qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les différents environnements. L'enfant qui va à l'école, s'il n'est pas en sécurité, met en insécurité toute sa famille. Donc en fait, il ne s'agit pas seulement de la santé de nos enfants. En priorité, oui, mais très vite, nous sommes obligés de parler de toute la population camerounaise. Donc c'est un sujet grave. Et j'aimerais également, si ma copanéliste est d'accord, qu'on évite ces débats qui vont souvent, sur certains sujets, ça peut s'expliquer, hein, mais sur d'autres, non, qui vont sur de la propagande politique. Ici, je pense que... Le président a parlé d'union sacrée le 19. Voilà. Vous avez retenu la leçon. C'est très bien. Donc, ce sont des sujets pour lesquels, bien que nous ayons des chapelles à défendre, mais pour lesquels nous avons intérêt à mettre nos intelligences ensemble pour arriver aux bonnes solutions. Oui. C'est vrai que les syndicalistes se sont prononcés, certains syndicalistes se sont prononcés. J'espère qu'ils ont à l'esprit la loi d'orientation de l'éducation et qu'ils connaissent parfaitement quelles sont leurs responsabilités dans la chaîne éducative. Maintenant, on ne peut pas balayer d'un revers de la main ce qu'ils ont présenté comme crainte ou risque ou angoisse. On ne peut pas les balayer comme ça. Il faut y aller pour les rassurer sur chacun des arguments avancés qu'ils ont tort de penser que, en nous mettant ensemble, nous ne pouvons pas gagner le pari de cette rentrée qui, somme toute, peut s'expliquer par la durée de l'année scolaire. On a déjà fait pratiquement les 80% de l'année scolaire. Ouais. Et il s'appuie justement sur ces chiffres-là pour dire qu'on peut évaluer les enfants en fin d'année. En fin d'année sur cette base-là. Oui. Mais on peut aussi ajouter que l'examen, c'est quand même l'examen. C'est pas pour rien que l'examen existe. Hein? Et que pour valider à certains niveaux, comme le probatoire, le BEPC, le probatoire et le bac, mettre un enfant dans une salle presque isolée face à tout ce qu'il a emmagasiné et qu'il doit délivrer au moment qu'il est devant sa feuille blanche, c'est aussi une étape importante dans la construction de l'enfant. L'enfant apprend ce que c'est qu'une épreuve et ça participe à l'aider à grandir. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aurais dit, oui, si on a donc fait 80%, ça veut dire qu'il reste à peu près 20%, sinon moins dans certaines classes, pour boucler l'année et pouvoir mettre les enfants dans des conditions idéales. Ça va prendre maxi 1 mois en étant sérieux et chacun jouant sa partition. Je pense qu'on peut mettre nos enfants en sécurité. Voilà, on va prendre tout de suite la direction. On va repartir à Deauville. Docteur Nokam, est-ce que vous comprenez cette décision des autorités camerounaises à renvoyer les élèves des classes d'examen, il faut le préciser, et les étudiants à partir de lundi 1er juin, alors que
les chiffres ne sont pas bons du tout. Hein. Et le ministre de la Santé, lui-même, dans un tweet lundi, parlait de phase compliquée de la pandémie. Est-ce que vous comprenez cette décision-là? Oui. Oui, c'est ça là. Oui, docteur Nokam, je vous demandais de réagir sur cette décision du gouvernement camerounais de faire reprendre les cours lundi 1er juin aux élèves des classes d'examen et dans nos universités, après que le ministre de la Santé lui-même ait dit comme ça qu'on se trouve dans une phase compliquée de la pandémie. Est-ce que vous comprenez cette décision-là des pouvoirs publics camerounais? Oui, déjà là, bon, effectivement, il y a eu cette décision de la République de l'école, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, un peu comme c'est le cas en France depuis quelques semaines. Je pense que, comme vous l'avez déjà dit, nous devons apprendre à vivre avec la Covid. Si on garde les enfants à la maison pendant toute cette période de pandémie, on ne sait pas combien de temps ça va durer, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas continuer, qui ne peuvent pas apprendre tout seul à la maison, et il y aura beaucoup de efforts. Vous savez bien qu'au Cameroun, tous les parents n'ont pas le niveau pour former les enfants à la maison. Donc il ne faudrait pas que les deuxièmes, en plus de Covid-19, on trouve qu'on a une génération d'enfants sacrifiés. Ce qui est important dans le Covid, dans la société, c'est qu'il faut que, on sait que la maladie va évoluer, peut-être on n'apprend pas à faire le chiffre, mais il faudrait savoir que les hôpitaux doivent être préparés à recevoir régulièrement les patients. Parce que, en fait, qu'est-ce que la Covid-19? Ça montre, en fait, comment après jour le système de santé de chaque pays. Les pays qui ont le meilleur système de santé, on voit, par exemple, il y a très peu de décès. On voit l'Allemagne, il y a très peu de décès. Donc le Cameroun doit aussi apprendre à vivre avec. Et il faut savoir que, vous savez que à ce jour, très peu d'enfants développent la maladie. C'est vrai qu'il y a eu une forme de maladie, de nouvelle maladie qu'on appelle Kawasaki-like, qui touche beaucoup d'enfants. La maladie de Kawasaki, des noms médecins, c'est une maladie, une hospitalité, une maladie des petites artères, qui a touché les enfants, tous les enfants de 1 à 8 ans. Et on s'en rend compte que depuis le Covid-19, par exemple, en France, c'est 144 cas, les gens des enfants qui ont développé pendant le Covid-19 avec voilà, on va permettre beaucoup de difficultés à voir le docteur Nokam ce soir. On ne sait pas ce qui se passe. Le temps pour la régie de voir ce qui ne va pas avec Deauville. Valérie Niek, sur cette situation, les enfants doivent reprendre le chemin des classes dès lundi. Une décision. Comment vous l'appréciez? Vous avez suivi sur ce plateau des parents. Il y en a qui sont pour, hein. Pas dire que tous sont contre. Il y en a qui pensent que non, les enfants devraient reprendre. Parce qu'on les voit dans les marchés, on les voit jouer au football toute la journée, qui devraient normalement repartir à l'école dès lundi. Ok. Déjà, je rejoins, n'est-ce pas, Madame Marlise Bell, quand elle dit il faudrait que nous mélangions toutes nos intelligences pour résoudre, pour trouver une bonne solution. Là, vraiment, nous sommes complètement d'accord. Mais je ne suis pas d'accord avec elle lorsqu'elle s'en va dire que chacun des éléments avancés par les syndicats sont faux. Non, j'ai jamais dit ça. Vous avez dit qu'ils ont tort sur chacun des éléments qu'ils ont avancés. Non, pas du tout. Tels sont là vos propos, Madame Marlise. Non, pas du tout. Vous avez dit, je vous répète, sur chacun des éléments, il faut qu'ils sachent que sur chacun des éléments avancés, ils ont tort. Voilà vos mots. Non, sauf si vous les retirez maintenant, non, madame. Pas du tout. Alors, je continue en disant, pour répondre à la question, que personnellement, je pense que vouloir, n'est-ce pas, faire une rentrée scolaire le 1er juin, ce serait dans un premier temps créer une autre illusion chez les Camerounais, comme quoi le gouvernement aurait la maîtrise de la situation. C'est une pure illusion. Et justement,
Parce que la population camerounaise nous a démontré qu'elle est dans l'illusion avec l'ouverture des bars, des jeux de loisirs et tout ce qui va avec. Rendez-vous compte, au 30 avril, si je me souviens, lorsque on sortait le communiqué comme quoi il faudrait que les mesures d'assouplissement soient, mais au jour d'aujourd'hui, nous étions au 30 avril dans les 1000 cailles poussières. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000. À près de 5500 déjà. Oui. Près de 5500. Donc, il y a environ une augmentation de 3500 cas en un laps de temps. Donc, et ça, s'il vous plaît, pour le rappeler, ce sont des adultes. Puisqu'en principe, dans les SNAC, dans les espaces commerciaux et tout, on y retrouve des adultes très souvent. Des adultes qui sont censés, n'est-ce pas, avoir un certain comportement ou qui sont censés avoir une certaine maîtrise. Imaginez donc un temps soit peu les enfants qu'on jette dans la gueule du loup. Si l'adulte ne peut pas se maîtriser, vous voulez que l'enfant, lui, il arrive à se maîtriser ou qu'il arrive à se contrôler? Non, Serge Alonto, je ne pense pas que cela soit possible. Je pense que pour que l'enfant puisse suivre un certain exemple, il faudrait déjà que l'adulte soit un exemple. Dans notre pays, malheureusement, les adultes ne sont pas des exemples. Et quand je parle d'adultes, je parle aussi de notre gouvernement. Dans notre gouvernement, malheureusement, nous n'avons pas un exemple. Mais c'est bizarre. Ces gens qui nous gouvernent voudraient que nous, la population, que nous soyons responsables à leur place. Non, c'est d'abord le parent qui commence à être responsable et l'enfant y suit par après. On ne peut pas demander aujourd'hui à nos enfants de rentrer à l'école et on espère que nous, ayant échoué, c'est-à-dire nous, les adultes, ayant échoué dans les bars, les centres commerciaux, on espère qu'eux, ils vont réussir. Par quelle magie vont-ils le faire? Soyons quand même logiques, soyons cohérents, ayons l'esprit analytique pour pouvoir comprendre la situation et comprendre que si nous, adultes, nous sommes à un niveau, j'ai dit un truc bête comme ça, si nous sommes à un niveau de 9 sur 20, nos enfants seront à un niveau même de 3 sur 20, carrément au niveau comportemental. Alors, si à 9 sur 20, on a pu avoir plus de 3500 cas, imaginez nos enfants, combien de cas va-t-on augmenter dans la population? Mais où va-t-on en réalité? Je pense sincèrement que c'est tout, sauf une bonne décision. Cette rentrée peut être reportée ou même complètement annulée. Donc vous pensez que pour vous, l'année scolaire, vous pouvez dire qu'elle s'est arrêtée le 17 mars? Oui, pourquoi ne pas le dire ainsi s'il le faut? Je pense surtout que la vie a le dessus sur tout. Parce que lorsqu'on ouvrait par exemple les snack bars et tous les centres, les espaces commerciaux, la raison principale qui a été utilisée, et même que M. Biya l'a rappelé lors de son discours du 19 mai, que c'est principalement pour des besoins économiques. Ouais. Voilà. Alors, c'est comme quoi on est en train de nous dire qu'au Cameroun, la vie est en deçà de l'économie. C'est-à-dire l'économie prime sur la vie. Mais vraiment, ça, j'ai l'impression que c'est carrément le vice qui fait pipi sur la vertu. Carrément. Quand on pense que aujourd'hui, il faudrait qu'on privilégie l'économie, alors que ce sont les gens qui fabriquent ou qui produisent cette économie. On doit d'abord et avant tout pouvoir, n'est-ce pas, se rassurer que nous serons vivants avant de penser à voir comment reconstruire une économie qui sera potentiellement morte. Ok, merci. On repart en France, cette fois-ci, direction Amiens, où nous attend le docteur Touba Alexandre, anesthésiste, réanimateur et médecin urgentiste à Amiens. Bonsoir docteur Touba, bienvenue une fois de plus. On a un petit problème de son. Bonsoir aux panélistes sur le plateau et bonsoir à toute la famille au Cameroun. Voilà, docteur Touba, je reste avec vous. Lundi, c'est la reprise des classes au Cameroun, alors que, visiblement, selon les spécialistes, nous n'avons pas encore atteint le pic. De plus en plus, le taux de patients augmente au Cameroun. Comment comprendre cette décision ? J'ai pas bien saisi votre question, Serge Alain. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Docteur Touba, je dis lundi 1er juin, ce sera la reprise des classes pour les élèves des classes d'examen, bien évidemment, et à l'université, alors que depuis les décisions du 17 mars, on constate qu'il y a une augmentation
du nombre de patients Covid. Comment comprendre cette décision? Oui, comment comprendre cette décision? Je crois que c'est une décision qui est difficile à orienter ou à commenter parce que, contrairement à beaucoup d'autres pays qui ont adopté cette stratégie de reprise des classes, le Cameroun se trouve dans la phase ascendante, n'est-ce pas, du nombre d'infectés Covid-2. Donc, ça va être difficile à gérer, mais ce n'est pas impossible si tout est bien organisé. On sait très bien, on a déjà un très bon recul par rapport à l'atteinte de la population jeune et surtout des enfants. On sait que la maladie Covid ne sévit pas beaucoup dans la population de ce jeune âge-là. Maintenant, ce qui va être important, c'est la surveillance. C'est-à-dire qu'on va lancer ce retour à l'école. Il faudra être vigilant. À mon avis, aller même jusqu'à tester tous les enfants qui auront un moindre symptôme pour éviter, n'est-ce pas, cet effet de cluster. Donc, c'est la décision prise par le Cameroun, c'est pas forcément une mauvaise décision, c'est pas forcément non plus une bonne décision. On ne sait pas parce que le Covid reste quand même une maladie qui nous surprend tous. Donc, si on a vu par exemple des pays comme la Suède qui n'ont pas fermé du tout, si le Cameroun décide de repartir sur la politique d'ouverture, de reprise de classe, il faudra être super vigilant. Plus vigilant qu'actuellement parce qu'on est vraiment sur la courbe ascendante. Donc, il faudra à la limite une genre d'équipe devant des écoles pour, n'est-ce pas, être prêt, à mon avis, à refermer dans le cas où ça repartait en escalade. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, Dr Ntouba, je reste avec vous. Vous avez dit que la population estudiantine et même en âge scolaire n'est pas trop exposée. Mais il y a les enseignants aussi. Ah oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Ça va être le problème parce que moi, j'ai eu aujourd'hui, lors de la reprise d'une école de spécialistes, dans l'école d'infirmiers spécialisés en anesthésie, j'ai eu 4 heures de cours aujourd'hui et je vais vous garantir, c'est Jalin, 4 heures sous un masque, derrière un masque, c'est pas facile. Oui. Alors, les personnes adultes, les personnes âgées qui vont faire des cours derrière un masque, je peux déjà leur garantir il faudra qu'ils se préparent, à la limite qu'ils s'entraînent le week-end pour savoir s'ils tiendront. Parce que on a quand même, on a un sentiment, n'est-ce pas, de pas bien respirer derrière un masque, surtout quand on parle ou on chante. Donc, oui, si les enfants ne sont pas beaucoup atteints, il faudra quand même aussi, effectivement, chez tous les enseignants, être encore doublement vigilants pour éviter, n'est-ce pas, qu'on se retrouve devant la population d'enseignants complètement sévie par le coronavirus. Voilà, docteur honorable Marlise Doualabel, cette situation, le docteur Ntouba dit, c'est pas une mauvaise décision, ce n'est pas bon non plus, mais il essaye de dire qu'on devra faire forcément avec. On ne peut pas laisser, l'école doit continuer quand même, mais il dit que les enseignants doivent se préparer. Hein. Ouais, c'est pas évident. Oui. Mais ce n'est pas évident. Sauf qu'à un moment donné, un pays choisit une voie. Oui. Et cette voie a été choisie par ceux qui nous gouvernent, oui, qui certainement ont plus d'informations que nous et qui ne sont pas plus fous que nous. Est-ce que vous imaginez le gouvernement du Cameroun en train d'exposer les enfants à la mort? Ça m'étonnerait énormément. Oui. Donc cette décision, comme elle a été prise, à mon avis, quand on est positif, quand on veut construire ensemble, on se met avec le gouvernement et on donne le meilleur de soi pour que ça se passe. Je voudrais revenir avec votre permission sur ce que j'ai dit sur les syndicalistes. Oui. Je n'ai pas dit qu'ils ont faux. J'ai dit qu'ils ont émis des réserves, oui, et que dans ces réserves, on ne peut pas tout balayer du revers de la main. Il faudrait quand même qu'on les écoute et que, argument par argument, qu'on essaye ensemble de trouver une issue. Mais ça ne peut pas constituer un bras de fer. À mon avis, ça ne doit pas constituer un bras de fer parce que dans les civilisations avancées, quand on a affaire à des personnes civilisées, en général, autour d'une table, on arrive à trouver des décisions consensuelles, oui, qui permettent quand même à ce que les choses se fassent. Alors, par exemple, quand ils disent qu'ils veulent une prime de risque, voilà un argument.
qui a été donnée par certains syndicats. Il nous faut une prime de risque. Est-ce que la prime de risque empêche la contamination? Non. Maintenant, ce qu'ils veulent dire quand ils demandent une prime de risque, c'est un peu ce que vient de dire notre copanéliste, c'est que le métier, à ce moment précis, devient un peu plus compliqué qu'avant, et que, bon, une indemnité pour soutenir cet effort pourrait être normale, par exemple. Mais ils ne peuvent pas mettre en avant qu'il leur faut des primes de risque. On vous donne donc la prime de risque, 10 000, 15 000, 20 000. Ça vous empêche d'être contaminé? Non. Donc, moi, je préfère, par exemple, ce qui s'est passé autour du lycée Josse, parce que le proviseur a réussi quelque chose de formidable, à mettre du rythme, à donner envie à toute la communauté éducative pour conjuguer nos efforts. Et nous avons conjugué nos efforts. Et je peux vous dire qu'il y avait des situations qui paraissaient compliquées, très compliquées, mais pour lesquelles on a trouvé des solutions. Quel, par exemple? Par exemple, on avait un problème de masques. Oui. Nous nous sommes dit que pour être sûr que les enfants sont protégés, que le corps enseignant est protégé et que le personnel administratif est protégé, il faut que les masques soient produits et distribués par le lycée. Et ces masques doivent être homologués par la norme ANOR. Oui. Voilà une décision. Alors, il y a des gens qui ont dit, oui, mais est-ce qu'on va avoir le temps? Mais comment est-ce qu'on va faire? Non, on va faire. Il suffit d'abord de dire qu'on va faire. Nos enfants, dès qu'ils traversent la barrière, nous voulons avoir la certitude qu'ils sont protégés. Et nous voulons avoir la certitude que quand ils rentrent à la maison, ils ne présentent pas un danger pour leurs parents. En fait, tel que nous avons fait les choses au lycée Josse, le seul parcours que nous ne maîtrisons pas, c'est entre la maison et le portail du lycée Josse. Et le portail du lycée. Mais maintenant, nous avons estimé que c'est le lieu de renforcer la sensibilisation. D'abord, en mettant les pères éducateurs dans chaque classe. On a réussi à faire des classes de 24. Bon, comme on n'avait pas suffisamment de salles de classe, on a opté pour la mi-temps. Oui. Donc tout le monde ne vient pas en même temps. Il y en a qui commencent à 7h30 et qui terminent midi. Les autres reviennent à 12h30 ou 13h et ils repartent à 17h. Donc ça fait que nous avons pu respecter les effectifs, la distanciation. Nous avons eu, et souvent c'est aussi la personnalité du proviseur qui permet toutes ces choses-là, que ce mouvement se fasse autour de lui. Les anciens du lycée ont offert tous les robinets, tout le matériel pour lavage de mains, avec le savon, avec les gels. Nous avons tenu une réunion. J'ai convoqué le conseil d'établissement parce qu'on se considère en guerre. Nous sommes en guerre contre le Covid. Et ça prend un fonctionnement qui n'est plus un fonctionnement, j'allais dire, normal. Donc nous avons eu un conseil extraordinaire où nous avons relu notre budget pour savoir où on était rendu après les pratiquement 6 mois d'école. Oui. Où est-ce qu'on était rendu? Ce qui nous restait comme argent? Où est-ce qu'on pouvait trouver les ressources? Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Qu'est-ce qu'on peut laisser tomber? Parce qu'il faut qu'on soit à la hauteur du défi qui est le nôtre. Que nos enfants puissent entrer dans une école propre, nette, désinfectée, avec un système de toilettes, avec Dame Pipi, qui nettoie les toilettes au fur et à mesure que les enfants y vont. En tout cas, la tournure d'esprit du proviseur a fait que tout le monde se mette là-dedans. Par exemple, l'APE. Le président de l'APE, c'est lui qui, dans son lobbying aussi, dans son plaidoyer, a trouvé une entreprise qui est venue, la SECA, qui est un des membrements de Isacam, je crois. Oui. C'est eux qui ont désinfecté. Donc, quand les gens, psychologiquement, se mettent dans la position des gens qui veulent gagner, ils trouvent les solutions pour. Parce que, en fait, ces solutions-là, c'est quoi? Ces solutions-là, c'est les mesures barrières.
Ces solutions-là, c'est comme on l'a fait, mettre en place les pères éducateurs dans chaque classe qui vont veiller à ce que leurs camarades n'aient pas de comportement, j'allais dire, pas clair. Oui. Et aussi, soient capables de conduire un enfant qui ne se sent pas bien auprès de l'infirmier, qui lui va appeler le 15-10 pour qu'on sache ce qu'on peut faire dès qu'il y a un cas. Donc nous avons essayé autant que faire se peut. Je ne pense pas que nous soyons parfaits. Nous aussi, on a pris les bonnes pratiques ailleurs. Hein. Oui, justement. Les bonnes pratiques des autres nous ont aussi aidés à mettre en place j'allais dire un processus d'accompagnement de nos enfants qui n'est peut-être pas parfait, mais qui sécurise énormément. Nous avons la minute Covid. Le matin, quand les enfants entrent en classe, première chose, minute Covid pour une sensibilisation. Parce qu'effectivement, on sait que dans beaucoup de maisons, les parents sont au bar peut-être. Hein? Mais nous ne pouvons pas penser que ces parents-là ont le droit d'empêcher à nos enfants la socialisation et l'éducation dont ils ont droit. Surtout que la période est suffisamment courte pour que si la communauté éducative de chaque lycée, de chaque établissement se met à l'œuvre, on peut sécuriser et avoir des cours dans de bonnes conditions. Donc pour moi, ce n'est pas... ma copanéliste s'inquiétait en disant que vraiment ce gouvernement-là, qui n'est pas responsable et tout, mais c'est le gouvernement qui pilote. Désolé. Et je pense que chaque enseignant sait qu'à partir du moment où il est enseignant, il a le devoir d'enseigner. C'est dans la loi. Mais pas dans n'importe quelle condition aussi. Hein. Mais il fait partie de la communauté éducative, dont il doit contribuer. C'est-à-dire dire ce qu'il pense qu'on pourrait faire pour améliorer la situation, pour que lui, il puisse faire son travail dans de bonnes conditions. Il ne faut pas qu'il se vive comme des joueurs sur le banc de touche. Honorable Douala Bel, nous restons malheureusement, ça c'est le cas du lycée Jos, nous sommes à Douala. Quand vous regardez les images qui nous viennent de l'arrière-pays, c'est pathétique. Je vais vous tranquilliser, parce que les 5000 dont on parle là, c'est pas dans l'arrière-pays. Plus gros, c'est Douala et Yaoundé. Voilà. Maintenant, dans les établissements qui sont dans l'arrière-pays, il y a un autre type de problème. Voilà. Mais, je dis encore une fois, c'est des personnes intelligentes. Ces professeurs-là ont tous minimum bac plus 5. Oui. D'accord? Donc, ce n'est pas des personnes qui sont incapables de réfléchir. Quand on est dans un établissement à l'arrière-pays et qu'on a des problèmes logistiques, qu'on a des problèmes peut-être d'eau, qu'on a des problèmes, mais on s'assoit et on voit ensemble avec le proviseur comment limiter l'exposition des enfants au danger. Ok, donc merci. Voilà un peu comment moi je perçois la chose. Merci, on va terminer le premier jet avec le docteur Nokam tout à l'heure. On n'écoutait pas, on ne les saisissait pas bien. Docteur Nokam, sur cette rentrée annoncée le 1er juin, comment comprendre ça? On a du mal, hein? Voilà, décidément, on va revenir, Valérie Niek, sur cette situation. On a quand même, l'honorable Douala Bel parle de ce qui est fait, l'accompagnement, on parle de la communauté éducative, donc ce n'est pas une affaire seulement l'État et les parents et tout le monde, les enseignants, le staff administratif, tout le monde doit se mettre à l'œuvre pour que les choses se passent bien. Ce qui est merveilleux dans son intervention, M. Serge Anoto, c'est que vous avez bien fait de tout de suite soulever qu'elle parle d'un seul cas, ou alors d'un seul établissement, à savoir le lycée Jos. Monsieur Otto, ce n'est pas le seul établissement qui soit à Douala, 2 dans le Cameroun. Et il y en a pas mal d'établissements. Bien. Mais, et puis, honorable ou ex-honorable Marlise, permettez ainsi. Allez-y vraiment, alors avec Marlise Douala Bel. Le ex fait un peu trop... D'accord, madame Marlise Douala Bel. Vraiment, je ne sais pas si nous sommes dans le même Cameroun, mais le Cameroun dans lequel moi je suis et que je côtoie tous les jours, je sais que c'est un Cameroun où, dans nos établissements, on trouve des gens qui ont... Pour ceux qui peuvent avoir beaucoup, n'est-ce pas, dans les vacataires, c'est le bac. Il y a des vacataires qui n'ont que le bac. Oui, et alors ils réfléchissent pas. Pour ceux qui sont à l'école, il y en a qui ont le bac plus 3.
et d'autres qui ont le bac plus 5, comme vous avez dit. Parce que dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez fait croire aux Camerounais que tous les enseignants ont un minimum de bac plus 5. C'est faux, Madame Marlise. C'est complètement faux. Alors, je dis pour ceux qui sont formés. Ils ont quoi? Pour ceux qui sont formés dans nos écoles, c'est bac plus 3. Bac plus 3. Ensuite, Et avec un bac plus 3, on ne réfléchit pas. Madame Marlise, je pense que c'est moi qui ai la parole. Vous avez raison, allez-y. Bien, merci beaucoup. Et maintenant, nous avons des vacataires qui sont dans nos établissements. Ça, c'est un pan de la chose. Prenons l'autre pan. Allons dans l'arrière-pays. Vous savez, il me souvient, le premier cas de coronavirus a été détecté dans ce pays le 6 mars. Si mes souvenirs sont exacts, on a commencé par un cas avant d'en arriver à 5500. Si vous osez dire aujourd'hui en Mondovisio aux Camerounais que non, en fait les 5000 cas là, c'est seulement dans les métropoles. Mais je dis ça c'est... J'ai failli sortir un mot. Vaudrait mieux ne pas le sortir par respect pour nous tous. Madame Marlise, un cas, s'il y en a dans l'extrême nord, ça peut devenir 5500 cas. La preuve avec le Cameroun. On avait juste un cas et nous sommes passés à 5000. Donc, franchement, vouloir minimiser le risque à ce point, c'est un peu comme si vous voulez insulter les autres, Madame Marlise. Je vous sais assez respectueuse, vous ne saurez le faire. Alors de grâce, n'allez pas dire aux téléspectateurs que les 5500 cas, c'est seulement ici et par conséquent ailleurs. On n'a pas besoin de respecter autant les mesures ou alors on n'a pas besoin de faire autant, de prendre autant de précautions comme vous avez pris au lycée Jos. Non, il ne faut pas nous faire croire cela. Quand je dis ceci, je continue en disant, vraiment, Madame Marlise, pour moi, je considère cette ouverture de bar et tout ce qui va avec comme étant un stage pour le gouvernement. Vous savez, lorsque vous allez dans une entreprise et que vous faites un stage, c'est au vu des bons résultats de votre stage que l'employeur vous embauche. Si les résultats n'ont pas été bons, on vous rejette. Pour ma part, les résultats n'ont pas été bons pour le Cameroun. Mais alors, pas du tout. Alors, quand vous pensez que le gouvernement ne peut pas envoyer nos enfants dans la mort, désolé, on pourrait le penser, parce qu'il pourrait le faire, même de façon inconsciente. Ça peut arriver. On peut prendre le temps de faire l'étude d'une situation, mais que l'étude soit fausse. Nous sommes tous des humains, on peut se tromper. Ça, c'est une évidence. Par conséquent, le stage ayant raté, il est vraiment beaucoup, mais alors extrêmement risqué d'envoyer nos enfants dans les écoles pour l'emploi. Parce que pour moi, là, je considère ça comme étant de l'emploi. Donc franchement, là-dessus, de grâce, convenons ensemble que le stage au niveau des bars a déjà complètement échoué. Maintenant, quand vous me dites, moi j'ai envie de demander, Madame Marlise, quand vous parlez de la distanciation au lycée Jos, puisque c'est votre cas que vous avez pris, c'est le seul lycée que moi je connaisse qui prenne autant de précautions. Quand on parle de ces distanciations, moi je sais que l'OMS, elle a dit, distanciation entre les bancs, c'est 1 mètre. Il y a vraiment 1 mètre dans cet établissement. Si tel est le cas, vous pensez qu'il peut y avoir 1 mètre entre les bancs dans combien d'établissements dans ce Cameroun? Personnellement, je ne peux même pas citer 10. Et pourtant, nous avons des milliers d'établissements dans ce pays. Combien d'établissements vont pouvoir respecter les mesures barrières? Combien d'établissements vont arriver à mettre, n'est-ce pas, devant leurs entrées, les seaux d'eau et tout ce qui va avec? Il y en a combien? Je ne sais pas si vous connaissez ou alors si vous côtoyez souvent les périphériques. Parce que quand on va dans les zones périphériques, moi j'y ai été, j'ai eu à travailler là-bas quelques années, dans les zones périphériques, il y a ce qu'on appelle de la poussière. Mais alors, c'est immonde, c'est extraordinaire la poussière. Vous restez en classe pendant 1 heure de temps, il y a la poussière qui vient se verser sur vos bancs. De temps en temps, il faut seulement nettoyer le banc. Que faites-vous dans ce genre de cas? Parce que quand vous restez en ville, oh c'est bien beau, c'est la ville, il y a trop peu de poussière, surtout à Bonanjo, là où se trouve le lycée Jos. Tout est nickel là-bas, les routes sont extraordinaires, c'est tellement beau et consort. Mais désolé, le pays ne se limite pas à Bonanjo, le pays va au-delà de Bonanjo. Au-delà, et c'est ce que nous devons comprendre et nous devons intégrer, que le pays est bien plus que Douala, Yaoundé. Le pays est bien plus que les quartiers UP de Douala et de Yaoundé. Et c'est surtout de la population mise en minorité que nous devons nous soucier. Pas ceux qui pensent avoir. Non, ce sont les minorités qui doivent attirer notre attention. Et les minorités, c'est ceux-là qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, malgré toute la bonne volonté. Parce que vous l'avez dit malheureusement tout à l'heure que quand on veut, n'est-ce pas, voir les choses avancer ou quand on veut être gagnant, on doit se mettre dans la posture. Madame Marlise, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais ne pas y arriver si on n'a pas les moyens d'accompagnement. Ok. Docteur Nokam, je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Docteur Nokam, sur cette situation. Voilà.
Docteur Nokam, il est là. Oui. Voilà, lundi, c'est la rentrée. Votre appréciation, alors que la courbe ne fait que... La courbe est ascendante. Oui, donc, Saint-Germain, comme je disais tantôt, pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, la rentrée pour le lundi 1er juin. Ouais. Parce que le fait de garder les enfants à la maison pendant longtemps, ça va entraîner un décrochage scolaire pour les enfants qui n'ont pas les parents qui peuvent continuer à les former à la maison. Et puis, il faut qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Je vais vous donner deux exemples. L'exemple de la Suède, où les enfants n'ont jamais arrêté l'école. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place les mesures de distanciation. Il y a des masques pour les instituteurs. Et même ici en France, depuis quelques semaines, les enfants repartent à l'école. On a fait deux groupes. Par exemple, je prends le cas de mon fils qui est en grande section. Lui, il va à l'école le lundi et le jeudi. Il y a un autre groupe qui part le mardi et le vendredi. Ça permet de limiter le nombre d'enfants à l'école, dans la classe. Les instituteurs ont les masques. Et il y a un circuit. Il y a un circuit que les enfants suivent pour entrer. Les parents, nous n'avons plus le droit d'entrer dans la classe. On dépose les enfants à l'entrée, la maîtresse s'occupe de l'enfant. Il y a un circuit respecté. Dès que les enfants arrivent, on remet le gel hydroalcoolique à l'entrée de la classe. Ils vont s'asseoir. Avant de sortir, ils se lavent les mains. Donc, il y a les mesures d'hygiène basiques. Je pense que si toutes les écoles du Cameroun mettent en place ces mesures d'hygiène qui est la base même de la médecine, et si on respecte ces mesures de distanciation, je ne pense pas qu'on soit aussi pénalisé. D'autant plus qu'il faut savoir que la COVID-19 est une maladie qui touche surtout les adultes. Les enfants sont souvent des porteurs sains. Ici en France, nous avons eu 150 cas d'enfants qui ont développé une forme de maladie qu'on appelle la maladie de Kawasaki. Mais sur ces 150 enfants, on a eu un seul décès qui avait d'autres comorbidités. Donc, je l'ai déjà dit, pour les enfants, il y a peu d'inquiétude. C'est vrai que les enfants peuvent contaminer les parents, mais pour éviter que les enfants soient contaminés, il faut mettre en place ces mesures de distanciation, qu'on diminue le nombre d'enfants à l'école, qu'on remette en place les règles d'hygiène basiques, et surtout, et ça permettrait d'éviter que les enfants restent à la maison, d'autres vont peut-être dévier vers la délinquance, et après, on aura d'autres vices de la société qui vont apparaître, qui sont encore plus graves que la COVID-19. Donc, ne soyons pas... la COVID-19 ne doit pas venir nous empêcher de vivre, comme ça ne doit pas empêcher la Bayam Salam, la femme qui vend son poison brisé, de continuer à vendre son poison brisé pour avoir de l'argent et avoir ses enfants à l'école. Et comme ça ne doit pas empêcher l'enfant qui a le rêve d'avoir son bac cette année et de continuer sa vie, de devenir journaliste, aller à l'école de journaliste ou aller à la Polytechnique, de continuer sa vie. Donc, respectons les règles d'hygiène. La COVID-19 est une maladie grave, dangereuse, mais elle ne doit pas nous paralyser complètement. On doit vraiment être discipliné. Ça, j'insiste sur la discipline. Et là, il faudrait qu'on va faire confiance à nos instituteurs, aux professeurs du lycée, aux directeurs d'école, pour organiser cela. Le gouvernement a donné l'ordre que les enfants aient l'école, comme ça a été fait en France, comme c'est fait dans beaucoup de pays. Mais bon, vous me direz qu'on n'a pas encore atteint le pic. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas atteint le pic. Mais est-ce que le fait qu'on atteigne le pic ou qu'on soit à la phase descendante va empêcher le virus de continuer? Le virus continue toujours à être propagé. Donc, nous devons vivre au quotidien avec ce virus. Nous devons nous protéger, nous devons mettre les mesures d'hygiène. Et surtout, si un enfant a des symptômes, je rappelle pour les parents, quels sont les symptômes qui doivent amener les parents à aller consulter le médecin pour les enfants? Chez les enfants, c'est la diarrhée, les éruptions cutanées. Et si ce n'est rien fait, effectivement, ça peut être compliqué pour les problèmes cardiaques. L'enfant qui est décédé en France, effectivement, il est décédé d'un problème cardiaque. Donc, respectons les mesures, surveillons nos enfants et puis organisons mieux l'école pour accueillir les enfants afin que nos enfants ne deviennent pas des délinquants parce qu'ils ont raté une année scolaire. Ça, je pense que c'est un problème de société et nous devons être tous alertés, les parents, les instituteurs et tout le monde. Voilà ce que je peux dire déjà sur ce point. Donc, Docteur Nokam, vous pensez qu'on devrait intégrer cette maladie-là comme une autre pandémie, le VIH-Sida? Donc pour ça, l'école doit continuer, comme disent certains. On doit intégrer le Covid-19 dans nos habitudes. Moi, je pense que ce qu'on va quand même noter, la Covid-19 a changé notre manière de vivre, y compris la mienne.
Et je pense que tout le monde doit donc s'adapter à cela. Je parlais qu'il y a beaucoup de gens, parmi vous, parmi les adultes et les enfants, qui ne lavaient pas leurs mains chaque fois qu'ils arrivaient au travail, qui ne lavaient pas leurs mains chaque fois qu'ils arrivaient chez eux, qui ne prêtaient pas attention à ce qu'ils touchaient. La COVID-19 nous amène à être rigoureux, et c'est tant mieux pour l'Afrique parce que nous avons beaucoup d'infections chez nous, et la plupart des infections que nous avons, la dysenterie, le choléra, si on mettait en place des mesures d'hygiène strictes, on éviterait beaucoup de cas. Donc, il faut qu'on intègre ça dans notre vie et qu'on mette des masques. J'insiste vraiment sur les masques. Hein. Les masques, même si on va dire ça nous permet de respirer le gaz carbonique, si les instituteurs mettent des masques, les profs mettent des masques, les enfants du lycée mettent des masques. C'est vrai que pour les grandes sections, les maternelles, c'est difficile à tiennent enfants de maternelle de mettre les masques, mais si les maîtresses mettent des masques et qu'on respecte les mesures d'hygiène, on devrait vivre avec. Donc, c'est une maladie qui nous appelle à être rigoureux et surtout à être plus disciplinés dans ce que nous faisons. Donc, voilà. N'arrêtons pas de vivre, intégrons cela dorénavant, que cette maladie est là et qui nous amène à être vraiment disciplinés. Donc, moi, j'ai intégré ça dans ma vie et je pense que tout le monde intègre dans la vie. On ne doit pas arrêter de vivre parce qu'il y a cette COVID-19 qui est arrivée. On doit continuer à vivre, mais en étant beaucoup plus prudent qu'avant, en étant beaucoup plus strict. Et comme disait notre honorable député, mon lycée, le lycée Jos, où j'ai eu mon bac, ça ne m'étonne pas que le professeur du lycée Jos ait pris des mesures exemplaires. Et c'est ce que j'encourage. Ça doit être un exemple partout au Cameroun. On doit respecter ces mesures et vivre avec cette COVID-19 comme on vit aujourd'hui avec d'autres infections, comme le VIH effectivement, en prenant les mesures pour éviter la contamination. Voilà. Merci, Dr Nokam. Honorable Marlys Doualabel, oui. Compris, Dr Nokam dit qu'on devrait intégrer, mais être beaucoup plus rigoureux. Hein. Absolument, absolument. C'est en fait... Covid a changé notre manière de vivre. Hein. Absolument. Je voulais dire à Madame Niek, je connais le discours populiste qui consiste à dire que les membres du gouvernement ne se préoccupent pas de la population camerounaise, on est prêt à la sacrifier, ça leur a valu quelques sièges à l'Assemblée nationale, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas un discours juste, parce que la majorité des personnes qui sont dans cette Assemblée nationale, qui sont dans le gouvernement, ont fait leur classe dans 16 écoles de brousse, dans 16 écoles de l'arrière-pays. On peut avoir une école modeste et s'organiser au niveau de la communauté éducative pour que ce soit une école propre. La propreté n'a rien à voir avec le marbre, avec des vitres ou avec quoi que ce soit. Ça, besoin qu'on se soucie de qu'il y a du papier par terre, on le ramasse. Quand on arrive le matin, on asperge de l'eau pour que la poussière ne monte pas facilement. En tout cas, ce n'est pas parce que ces enseignants ont le baccalauréat qu'ils ne réfléchissent pas. Mais c'est souvent parce que, et c'est l'une de leurs revendications que moi j'aurais retenue, certainement, peut-être que dans certains établissements, les enseignants ne se sont pas suffisamment sentis impliqués dans la riposte qui est organisée pour cette rentrée. À Jos, et je pense que ça a été, parce que Madame le ministre a quand même donné un certain nombre d'instructions. Nous, on n'amène pas tout le monde le premier, hein. On n'est pas fous, hein. Le premier, c'est la rentrée des terminales, point barre. Okay. Et pendant 3 jours, nous expérimentons ce que nous avons conçu sur papier. Oui. Et avec ça, on peut corriger, parce que sur papier, vous pouvez écrire des choses très belles. Mais au moment où vous implémentez, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Donc nous nous sommes donné ces 3 jours pour que... Les terminales commencent le 1er juin. Le 1er juin. Voilà. Et, les troisièmes sont à la maison, les premières aussi. À la maison. Donc nous avons le système, quand un élève arrive, il est flashé. Première chose, personne n'entre sans avoir été flashé. Et il a son masque et il passe, il y a un chemin, un couloir, il passe pour se laver les mains et il va... Actuellement, le travail qu'il est en train de faire, c'est numéroter les places pour que chaque enfant ait son numéro et tout. Et on est même en train de prendre la précaution qu'après les deux sessions, c'est-à-dire après ceux du matin, on se prend 30 minutes pour essayer de tout mettre en ordre.
et désinfecter autant que faire se peut les places qui ont été occupées. Maintenant, je voudrais répondre à Madame Niek pour lui dire que, effectivement, ça ne peut pas être parfait partout. Déjà, nous ne sommes pas parfaits sans Covid, parce que nous sommes un pays en voie de développement. Nous sommes 12e sur les pays, si on prend l'indicateur de la scolarisation dans le primaire, le Cameroun est 12e sur 56 pays. Donc ça veut dire que nous faisons quand même beaucoup d'efforts pour éduquer nos populations. Voilà, merci. Donc, merci, on revient après le journal. Parce qu'elle est déjà là, Nadine Yambo. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain Otto, bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur la sortie de Charles Blé Goudé au lendemain de la levée de certaines restrictions. Après avoir donc remercié tous ceux qui l'ont soutenu, Charles Blé Goudé invite tous les Ivoiriens à prendre activement part au processus d'enrôlement des électeurs en vue de la présidentielle à venir en Côte d'Ivoire. Ce soir également, nous évoquerons cette campagne de répression lancée par le préfet du Mbam contre le non-respect des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. L'autorité administrative donne l'ordre aux forces de sécurité pour disperser toute manifestation de plus de 50 personnes. Et la situation épidémiologique dans la région du littoral est inquiétante. La courbe de contamination est à hausse avec 1431 cas, dont 230 en une seule semaine. Alors que l'inquiétude gagne les cœurs des familles à 2 jours de la reprise des classes, les maires de la cité capitale économique jouent la carte de l'optimisme. Et dans la région de l'extrême nord, dans quelles conditions ces élèves vont reprendre le chemin des classes le 1er juin prochain? Notamment, il faut préciser qu'aucun dispositif n'a encore été mis en place, ni moins la reconfiguration des salles de classe ainsi que les bornes de lavage des mains. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve donc après le journal de 20h du vendredi de Nadine Yambo. Ce sera Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités. En France, Dr Ntouba Alexandre et le Dr Nokam Ghislain. Ici en plateau à Douala, l'honorable Marlise Doualabel face à Valérie Niek. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, nous sommes toujours en compagnie de Valérie Niek du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et en face d'elle, l'honorable Marlise Doualabel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et Amiens. Tout à l'heure, on va retrouver le docteur Ntouba Alexandre et du côté de Deauville, le docteur Nokam Ghislain. Honorable Marlise Doualabel, je l'ai dit tantôt, c'est chaque préfet maintenant qui décide de sortir pour amener la population à respecter les mesures du 17 mars, surtout. Le port du masque, il faut encore faut le bâton maintenant derrière chaque Camerounais pour que les préfets sortent les muscles. Comment comprendre ça? J'ai peur que oui. Vous savez, comme Madame Niek, nous parcourons la ville et nous nous rendons bien compte que les gens ne respectent pas les mesures barrières. Oui. Pourtant, c'est la première thérapie. Pour se protéger, c'est comme la grippe que vous connaissez. Oui. Généralement, quand on a la grippe, quand on arrive au bureau, dès que quelqu'un veut vous embrasser, voilà, c'est vous qui dites à la personne non. Vous construisez le mur. Vous construisez le mur. Et c'est pareil pour le Covid. Nous devons avoir ce réflexe, mais les gens ne l'ont pas. Alors on se pose la question, quand on arrive à Ndokoti, qu'on voit ce qu'on voit, est-ce à dire que ces personnes qui ne respectent pas les mesures barrières ne sont pas conscientes du danger? Peut-être qu'elles n'ont pas bien compris que c'est une maladie qui tue. Alors, on a 2 façons de faire. On se lance dans des enquêtes psychosociales avec questionnaire ou entretien semi-directif pour comprendre, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps parce que ce processus-là est long. Donc je pense qu'il va falloir associer les deux, essayer de comprendre pourquoi les gens n'intègrent pas
qu'il s'agit d'une maladie dangereuse et qui tue, et en même temps continuer donc une sensibilisation plus ardue, plus... Le drame, c'est que le Covid nous a même imposé un mode de vie contre nature, puisque les canaux de communication classiques que nous avions, comme la tontine, la réunion de famille, etc., toutes ces choses-là ne se tiennent plus. C'est Orange Money qui règle les problèmes. Donc, du coup, pour parler aux gens, il faut les trouver quelque part. On ne sait plus où les trouver. Donc, il faut que la communication publique redouble d'efforts. Peut-être qu'on commence à nous montrer les malades du Covid, parce que beaucoup de gens n'ont pas encore vu les malades du Covid. Donc, dans leur tête, c'est du virtuel. Vous avez vu qu'en France, en Occident, à un moment donné, ils ont montré les couloirs des hôpitaux, ils ont montré le personnel de santé débordé, ils ont montré les gens en difficulté, et peut-être que ça peut aider à prendre conscience qu'il s'agit d'une maladie grave, qu'on guérit, évidemment, puisqu'on a plein de personnes qui guérissent, mais c'est quand même une maladie qu'il vaut mieux éviter. Mais beaucoup de gens, dans leur comportement, alors on dit oui, c'est parce que de l'assouplissement, on est passé au relâchement. Honorable Doualabel, beaucoup rangé ça sous le fait de cette sortie du 30 avril. Oui. C'est là que beaucoup disent que non, on a fait comprendre, ils ont cru comprendre que on en avait terminé avec le Covid. C'était une mauvaise compréhension, et je pense que là où nous avons péché, c'est le manque d'accompagnement de cette mesure. Parce que cette mesure pouvait être faite, puisqu'on sait tous qu'à un moment donné, il y avait asphyxie. Parce qu'on a beau dire, il faut bien que tout ce petit monde vive. Vous êtes d'accord avec moi? Donc maintenant, quand on dit assouplissement, il fallait accompagner, il fallait peut-être qu'on mette un peu plus d'agents communautaires sur le terrain pour accompagner les propriétaires des bars, les clients, leur expliquer que, écoutez, bon, vous venez au bar, si vous avez bu pendant 30 minutes, vous avez parlé du Cameroun pendant 30 minutes, repartez chez vous, rentrez chez vous, amenez de la provision à la maison, allez boire à la maison, ça vous protège mieux que de vous exposer à des personnes que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas le statut, etc. Je pense qu'il va falloir mettre l'accent sur cette communication corps à corps et en même temps passer à la répression. On a vu ça aussi dans beaucoup de pays où on était obligé de faire rentrer les gens chez eux par coup de matraque. Les droits de l'homme ne vont pas sortir. Les droits de l'homme vont peut-être sortir, mais attendez un peu. Les droits de l'homme, là, on ne les entend même pas depuis que tout cela se passe. Ils n'ont rien à dire. Moi, je pense qu'ils ont beaucoup à dire. Ils ont à participer, toutes ces ONG ont à participer à cet effort de solidarité qui consiste à faire prendre conscience aux citoyens de notre pays qu'il y a danger et qu'on va forcément changer de mode de vie. Notre copanéliste de Deauville, l'a dit, nous ne vivrons plus jamais comme avant et pendant longtemps. Donc, l'intelligence nous commande qu'on s'adapte. Parce que qui ne s'adapte pas meurt. Donc, nous devrons nous adapter. Ça prend la communication communautaire, la communication publique, mais ça prend aussi de la répression. Voilà, docteur Touba Alexandre à Amiens, vous avez suivi le journal, un préfet qui est obligé d'utiliser, il promet même le bâton vis-à-vis de ses administrés pour qu'ils respectent les mesures barrières. Vous pensez qu'il y a un véritable problème de prise de conscience face à cette pandémie encore dans certaines parties du Cameroun? Ouais, des petits soucis. Valérie Niek, sur cette sortie du préfet du Mbamekim. J'ai dit, dans le Fundi, le préfet Jean-Claude Tila est sorti, le préfet du Vouri est également sorti. Voilà un autre préfet qui
promet des choses à ceux-là qui ne vont pas respecter ces mesures barrières-là. Vous pensez que la prise de conscience n'est pas encore véritablement ancrée dans les habitudes par rapport au Covid? Dire que ce soit moi qui pense que la prise de conscience n'est pas encore ancrée vraiment, je pense que ce serait extrapoler ou alors ce serait me donner trop de poids. Non. Je n'aime pas mettre ce genre de trucs sur ma personne. Oui. Moi, j'aime parler des faits. Oui. Et comme on dit, les faits sont têtus. Vous l'avez souligné tout à l'heure, et même le journal l'a relevé. Lorsque vous passez au marché central de Yaoundé, est-ce que les gens sont protégés? Mokolo, par exemple, justement, tout le monde est protégé? Mais alors, pas du tout. Voilà. On compte au bout des doigts les gens qui portent les masques. Mais vous-même, vous l'avez dit, il y a à peine 3 préfets actuellement qui sont en train de vouloir implémenter des mesures sévères. À peine 3 préfets. Et comme l'honorable l'a dit, elle dit elle-même qu'il va falloir mettre de l'action. Il va falloir mettre de l'action. On est encore dans un futur lointain, alors que la rentrée scolaire, c'est imminent. C'est demain la rentrée scolaire. Mais ils sont encore en train d'épiloguer et de s'imaginer des stratégies. Non. Pardon. Je pense qu'il est important ici déjà que le gouvernement reconnaisse. Lorsque nous sommes dans une certaine situation, la meilleure façon de corriger, c'est d'abord de reconnaître qu'on a eu tort. Parce que si le gouvernement, si aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens qui nous dirigent n'arrivent déjà pas à reconnaître qu'ils ont fauté quelque part, ils ne sauront pas eux-mêmes déjà prendre la mesure à son poids. Ils n'y arriveront. Quand vous dites la faute ici, c'est le 30 avril? C'est ça le problème? C'est là tout le problème? Exactement, c'est là vous voulez que le gouvernement dise quoi aux Camerounais? Justement. Concrètement, par rapport au 30 avril. Serge Aloto, ce que le gouvernement doit dire aux Camerounais, franchement, nous n'en sommes plus là. Oui. Nous sommes au niveau à savoir ce que le gouvernement doit faire pour les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons envoyer nos enfants à l'école. Dans quelles conditions allons-nous envoyer nos enfants à l'école? Qu'est-ce que le gouvernement a eu à prendre comme réelle précaution? Est-ce que c'est seulement les établissements, chacun qui va se débrouiller à son niveau pour voir, comme au lycée Josse, Madame Marlise Bell n'a fait que le souligner aujourd'hui, est-ce que ce sont les établissements qui vont voir comment ils pourront eux-mêmes s'auto-protéger contre ce virus? On s'interroge. Le gouvernement camerounais semble aujourd'hui, n'est-ce pas, avoir lésé les responsables des établissements. On a vu des proviseurs qui ont dit qu'ils ne savent même pas quoi faire. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir contenir le virus. Et puis moi, j'aimerais dire, pour revenir sur les propos, si vous me permettez, de Dr Noukam. C'est bien cela, docteur. Oui, docteur Noukam. Oui, et vous avez souligné en disant qu'il a aussi fait le lycée Josse. On a envie de croire que les gens qui ont fait le lycée Josse ont une façon similaire de penser. Mais rassurez-vous, monsieur Serge Aloto, en ma personne, moi aussi, j'ai fait le lycée Josse. Mais je ne pense pas pareillement. Mais alors, pas du tout. Lorsque monsieur Noukam dit carrément que les faits, le fait, n'est-ce pas, d'empêcher l'école ne va pas empêcher le virus de se propager. Comme quoi, ça ne sert à rien. Je veux bien le lui concéder. Mais il me souvient que dans la majorité de ces pays, parmi lesquels, le pays dans lequel il est actuellement, il y a eu le confinement. Ouais. Sauf si je me trompe. Alors, si on a fait le confinement à un moment, est-ce que quand il faisait le confinement, c'était pour que le virus ne se propage plus? Non. Mais c'était parce qu'à l'instant T, c'était la solution idéale. À l'instant T, les situations s'examinent en fonction, ou alors les solutions viennent en fonction des situations. En fonction de la mesure de la situation, on évalue une solution. Donc, de grâce qu'ils ne nous disent pas que l'école ne va pas empêcher la propagation et par conséquent, il faut y aller. Et puis, je voudrais poursuivre en disant, il nous a dit, à juste titre, tout à fait, qu'il pense que c'est un problème de société. Effectivement, c'est un problème de société. Façon vous éduquer votre coq, c'est comme ça qu'il va chanter le matin. Ou sinon, il ne va pas chanter en fonction de comment vous le nourrissez, par exemple. Est-ce qu'il est content, est-ce qu'il n'est pas content? Dans leur société, par exemple, elles sont relativement suffisamment civilisées. Est-ce le cas chez nous? Pourrait-on en dire pareil chez nous? Je doute fort. La preuve est que quand on a ouvert les bars et tout ce qui va avec le 30 avril, c'est tout le monde qui s'est jeté, n'est-ce pas, dans la débandante et puis c'est devenu du n'importe quoi. Au point où, tout de suite, nous sommes devenus les champions dans le Covid. Oh là là! Comme disait encore, si vous me permettez, pour chuter, n'est-ce pas, je crois que c'est le docteur, c'est Soumgui. Si, j'espère que voilà. Si vous l'avez suivi, il y a une vidéo qui passe. Exactement, il y a une vidéo qui passe ces derniers temps sur les réseaux sociaux où lui-même, il affirme
que le Covid-19 ne va atteindre son pic au Cameroun qu'en mi-juin et qu'il est important de ne pas s'empresser dans cette école. Parce que ce qui arrive, ce sera encore plus, comme j'ai envie d'emprunter un mot à un artiste, ce sera encore plus dévastatrice. Alors, faisons attention. Voilà, Docteur Ntouba, si vous êtes là, Docteur Ntouba, on parle de cette sortie d'un préfet, le préfet du Mbamekim, pour ne pas le nommer, qui a décidé de mettre un certain nombre de mesures pour faire respecter les mesures barrières dans son unité de commandement. Est-ce que ça pose un problème de prise de conscience? Est-ce qu'aujourd'hui, les populations ne sont pas suffisamment conscientes du danger qui les guette? Voilà. Des problèmes, des petits soucis. On va rester à Douala cette fois-ci. Honorable Douala Belle, on revient toujours. Les Camerounais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils reviennent toujours au 30 avril. Qu'est-ce que vous dites qu'il faut continuer la sensibilisation? Il faut même mettre chacun face à ses responsabilités. Jusque-là, on constate que beaucoup de Camerounais... Vous avez pris le cas de Ndokoti, par exemple. Oui. Plus les jours passent, vous voyez des gens avec soit le cache-nez sous le menton, certains qui n'en ont même pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a du travail. Madame Valérie Niek, elle était au lycée Josse, mais je crois qu'on n'était pas dans les mêmes classes. C'est sûr qu'elle était... Ça va de soi. Oui, voilà. Ça m'étonnerait qu'on ait été dans les mêmes classes. Et maintenant, ça me je ne sais pas si elle faisait théâtre ou... mais bon, elle a de très grandes qualités. Vous serez surprise si je vous disais ce que je faisais. Allez-y. Non, je trouve que vous avez de très grandes qualités d'oratrice, mais alors sur une scène. Vos interpellations... Monsieur Serge. Ça, on dirait du théâtre. On dirait du théâtre. Alors, et à chaque fois, je la regarde avec tellement de plaisir parce que en plus... Elle le fait tellement bien que je suis comme au cinéma, quoi. Non, en réalité, quand elle dit qu'on conjugue dans un futur lointain, non. Il y a déjà de la communication publique qui est en train d'être faite. Il y a la communication communautaire qui est en train d'être faite. Mais ce virus, madame, c'est comme partout. C'est tous les jours qu'on croit avoir la bonne solution et on est démenti le lendemain. Il faut revoir sa copie parce qu'on se rend compte que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Donc, de toute façon, l'essentiel, c'est de rester en position de veille, de surveiller les paramètres, de les voir évoluer et d'adapter l'action au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas la solution. S'il y avait la solution, on le saurait. Mais tous les pays sont, j'allais dire, en difficulté parce que ce Covid nous a tellement affectés, pas seulement dans notre corps, mais dans notre intelligence, dans notre mental. Regardez les relations entre les individus dans une même maison. Quand on parle même de confinement, comment aurions-nous pu l'organiser véritablement, ce confinement? Quand on a les quartiers qu'on a, quand on a cette promiscuité, comment on peut? Donc, on fait avec ce qu'on est et on fait avec ce qu'on a. Et maintenant, nous avons l'obligation de ne pas rester les yeux fermés et les oreilles fermées. Nous sommes à l'écoute. Si le parti de madame a des solutions, et je pense qu'ils l'ont déjà fait, ils ont déjà adressé un mémo concernant leur vision et leur appréciation de la situation. Il y a leur députée, madame Nourane, qui a un vaste plan. Elle n'est pas nôtre pour la précision. Elle a d'une formation politique, elle est du PCRN. Elle est du PCRN. Oui. Ah. Je suis du MRC. Vous êtes du MRC? Du MRC. Ah, je comprends tout maintenant. Comment ça? Mon Dieu. Mais j'étais pas dans le coup. Maintenant, je sais donc interpréter
les attitudes de madame. Parce que voilà ce que le MRC fait. Le MRC, en fait, ne combat pas la maladie. Le MRC est en campagne est en propagande politique. C'est de la propagande politique. Parce qu'en réalité, si c'était le Covid qu'on combattait, on voit décemment que le gouvernement a décidé que les enfants iraient à l'école. Eh bien, le MRC se mettrait avec le gouvernement pour dire, OK, puisque vous avez décidé, c'est vous qui tenez le volant, voici ce que nous pensons qu'on pourrait améliorer, tac, 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 et puis c'est terminé. Mais maintenant, quand on combat, on dit non, les enfants ne doivent pas aller à l'école, alors qu'on n'en a pas les moyens. Quelles sont les possibilités que le MRC a à dire que les enfants ne doivent pas aller à l'école? Pourquoi est-ce qu'on suivrait le MRC? Il représente quoi dans la République aujourd'hui? Non. Mais par contre, ils sont des parents. Et parce qu'ils ont des parents, ils peuvent prendre des responsabilités, la responsabilité de dire que moi, mon enfant n'ira pas à l'école. Mais ils ne peuvent pas vouloir impacter sur la décision nationale de si oui ou non on doit aller à l'école. Donc, je voulais juste lui rappeler qu'elle ne pense pas que rien n'est fait. Regardez sur toutes vos télés, la minute Covid existe. Sur les téléphones, le 15-10 fonctionne. Tous les jours, il y a un point pour informer les populations de où nous sommes et du danger que tout le monde voit. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de reprendre l'école parce que, à supposer que le Covid ne passe pas. L'année scolaire prochaine, on n'ira pas à l'école. Donc, ce que nous allons vivre comme expérience là, avec la rentrée du 1er, va certainement nous aider à bâtir et à concevoir l'année scolaire qui arrive. 2020-2021. 2020-2021. Parce qu'on aura tiré des leçons. Maintenant, je suis aussi persuadée que le gouvernement étant un gouvernement humain et profondément responsable, le gouvernement va être en alerte. Je suis persuadée que si les rapports sont de manière à influencer la décision, eh bien, comme il a été fait au Japon, après 2 semaines de cours, on fait le rétropédalage et puis c'est tout. Mais pour l'instant, nous pensons que c'est de notre devoir, c'est du devoir de l'exécutif camerounais de gérer l'éducation dans ce pays. Et s'ils ont décidé qu'il y aura école, accompagnons-les. Et le MRC doit accompagner le gouvernement. Ils n'ont pas le choix. Attends, ils vont faire comment? Ils vont aller parler où? En dehors de tes plateaux de télé ici. On va permettre à Valérie Niek de répondre. Vous allez répondre. Après, on va d'abord retrouver le docteur Nokam Ghislain depuis Deauville. Docteur Nokam, beaucoup de parents, c'était la crainte de beaucoup de parents. Est-ce que vous pensez qu'avec cette reprise des classes, les chiffres vont une fois de plus exploser? Ils n'ont pas le choix. Répondre, vous allez répondre. Oui, Valérie Niek, sur cette interpellation, est-ce que... Bien. Il faut éviter, il faut que certaines personnes arrêtent avec la psychose et de faire peur, comme si le coronavirus était venu annoncer la fin du monde. Il faut franchement qu'on soit réaliste. Et je vais interpeller Madame Niek qui est sur votre plateau pour dire, en situation de guerre, on doit être unis. Ce n'est pas un problème du gouvernement ou d'un parti, c'est un problème de tous les Camerounais. Alors, quand vous demandez aux enfants de rester à la maison, est-ce que vous imaginez qu'il y a des enfants qui habitent dans des zones reculées, où les parents ne savent ni lire ni écrire, et qu'au lieu d'aller à l'école, certains parents les envoient en route, vendre les oranges, vendre les mangues. Quand vous regardez pendant toute cette période, vous faites la route de Douala-Bafoussam, il y a plein d'enfants au bord des routes qui vendent au lieu d'être à la maison pour étudier. On vient de montrer sur votre reportage un enfant de 3e qui est à Bouddha, qui fait du trafic de cannabis. Donc, il faut savoir que notre pays est un pays fragile.
et abandonner les enfants à la maison sans qu'ils puissent avoir les mesures, parce que la technologie ne nous permet pas d'avoir des cours à domicile comme c'est fait en Occident, c'est vraiment sacrifier ces enfants. Le gouvernement ne doit pas sacrifier les enfants. Les enfants à l'école, avec leurs instituteurs, avec leurs professeurs, sont mieux encadrés que dans certaines familles qu'à la maison. Donc le fait qu'on les envoie à la maison, il faut que le gouvernement donne les moyens aux proviseurs, aux instituteurs de mettre en place des moyens barrières pour que le Covid ne puisse pas continuer à propager dans le Cameroun. Et surtout, si vous dites qu'il faut le pousser en septembre, est-ce que vous pensez qu'en septembre, il n'y aura plus de coronavirus au Cameroun? Même si on le pousse en décembre, il n'y aura plus de coronavirus. Donc, en fait, il faut qu'on arrête l'école. OK, la Covid-19 va arriver, plus d'école au Cameroun, c'est fini l'école. Hein? Non, soyons sérieux, soyons sérieux. La Covid-19 est arrivée, on a ce virus, c'était une surprise pour tout le monde, c'est une guerre, on s'est préparé, donc donnons les moyens à toutes les écoles publiques et privées de lutter contre ce Covid-19, évitons que les enfants décrochent complètement de l'école, réunissons-nous et aidons l'école à continuer. Donc, pour moi, dès le début, j'ai toujours dit qu'il fallait que les enfants aillent à l'école. Oui, certains à la maison, certains ont des parents qui ont Bac plus 5, Bac plus 4, qui pourront continuer la formation. Souvent, c'est toujours les plus aisés. Mais il y a des gens qui ne savent pas lire. Il y a des parents au Cameroun qui ne comprennent pas ce que les enfants font. Et quand les parents continuent à sortir, aller faire son petit commerce, aller faire son BM5, l'enfant reste dans le quartier. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il sera pris par certains gangs de gangsters. Donc, l'école est une sécurité pour nous tous. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'école. Si vous êtes ce que vous êtes, c'est grâce à l'école. Notre pays est un pays fragile. Et j'ai dit merci à celui qui a pris ou à ceux qui ont pris la décision d'envoyer les enfants à l'école lundi. Maintenant, il peut effectivement avoir un rebond de l'épidémie si rien n'est fait. Alors, c'est à nous tous de faire quelque chose. Les enseignants, les premiers, les proviseurs, les maires, nous devons donner des moyens. Parce que s'il n'y a pas de moyens, ces enfants vont ramener le virus à la maison, vont contaminer les parents. Parce que ce que vous oubliez, les enfants sont presque jamais malades. Les enfants ne seront pas malades. Même les enfants porteurs ne sont pas malades. Et qui vous dit que tous ces enfants qui retournent à l'école lundi, mais beaucoup parmi eux ont déjà le virus. C'est ce que vous oubliez. 80% de gens ne développent pas la maladie. Ça, retenez une fois de plus. 80% de personnes qui ont le virus ne développent pas la maladie. Les enfants sont en majorité des porteurs sains. Et moi, au début de la maladie, je pense que même dans ma famille, je pense que je connais des personnes, des enfants ici en France qui ont eu des symptômes grippaux. Avec des collègues pédiatres, on en discutait. Ils me disaient que dès janvier, février, ils voyaient une forme de grippe bizarre. Donc sachez que beaucoup d'enfants ont déjà ce virus. Donc le fait de les bloquer à la maison, c'est une peine perdue parce que non seulement ils vont pas aller à l'école, ils ne vont pas s'instruire, ils n'auront pas le probatoire, ils n'auront pas le bac, ils n'auront pas le BBC, ils seront décrochés et l'année prochaine ça sera difficile pour eux de reprendre l'école et ils vont surtout contaminer dans le quartier les adultes qui sont dans le quartier parce que vous connaissez que les enfants qui ne vont pas à l'école, ils sont fermés dans leur chambre, mais non, ils ne sont pas fermés dans leur chambre. Ils vont partout dans le quartier, ils se baladent et puis il n'y a aucun adulte pour les surveiller. Les parents ne peuvent pas rester à la maison, les parents sont au marché, ils sont au travail. Donc soyons sérieux. C'est un problème qui touche notre pays, qui touche le monde entier. Regardons les exemples dans le monde. Ne copions pas bêtement ce qui se passe à l'extérieur. Ici en France, même mon fils qui est en grande section, il recevait des cours par Internet. Est-ce qu'il y a le réseau Internet au Cameroun? Combien d'enfants ont un ordinateur au Cameroun? Combien d'enfants ont le réseau Internet? Combien de familles ont Internet chez eux? Comment voulez-vous que la continuité des cours se poursuit? Est-ce que vous savez qu'ici en France, malgré le fait qu'il arrête de cours pendant 2 mois, tous les enfants ont eu les cours? Mon fils de 6e a ses cours tous les jours. Même mon fils qui est en petite section, on lui envoie les cours par Internet. Parce qu'ici, tout le monde a la connexion. Mais au Cameroun, est-ce qu'on a cette connexion? Donc, revenons sur terre. Ne copions pas bêtement ce qui se passe à l'Occident. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Utilisons les moyens, envoyons les enfants à l'école, mais surtout, faisons comme au lycée Jos. Oui, faisons comme au lycée Jos. Toutes les écoles du Cameroun peuvent faire comme au lycée Jos. C'est-à-dire 25 enfants par classe. C'est-à-dire un groupe parle le matin, un autre groupe parle le midi. Ou alors, vous trouvez d'autres moyens. Un groupe vient le lundi, mardi, l'autre vient le mercredi, jeudi. Adaptons-nous. Les proviseurs sont des gens très intelligents et des gens sérieux. Et je pense que les proviseurs des directeurs d'école sauront s'organiser. Le gouvernement ne va pas venir vous dire comment vous allez faire l'école. On vous dit, ok, c'est la rentrée. Maintenant,
organisons-nous, les parents, l'association des parents d'élèves, en accord avec les instituteurs et les professeurs, organisez-vous pour recevoir nos enfants à l'école, parce que je vous dis qu'un enfant qui avait déjà prévu de faire la médecine, d'aller à l'université l'année prochaine, si il rate cette année, il n'a pas son bac, il ne fait pas sa médecine, il ne peut pas passer en école de journalisme, il nous en voudra à nous tous, les adultes. Donc, arrangeons les moyens pour que ces enfants puissent avoir l'école. C'est déjà une peine pour eux. Les enfants, ils entendent parler de coronavirus. Mon fils me disait au début, papa ne sort pas de la maison, il y a des microbes dehors, il a 5 ans. Donc, vous savez, là, c'est une peine pour eux. Vous allez encore les enfermer à la maison toute l'année, jusqu'à quand? Sachez qu'en septembre, il y aura toujours le virus dehors. Donc, on va vivre avec, et il faut que les enfants continuer à aller à l'école, sinon c'est des délinquants comme l'enfant du 3e de Bouddha que je vais le voir. C'est beaucoup de délinquants qui sont créés au Cameroun parce que l'école sauve contre la délinquance. C'est pas pour rien que l'école est obligatoire dans beaucoup de pays comme ici en France jusqu'à au moins 16 ans. Hein? Okay. Donc c'est la clé. Et n'ayez pas peur pour vos enfants, ils ne vont pas mourir à l'école. Merci. Même si l'enfant attrape le virus, il ne tombera pas malade. Merci. Merci, Dr Nokam. Merci, Dr Nokam. Merci, Dr Nokam. Il a inspiré. Merci, Dr Nokam. Merci, Dr Nokam. Je rappelle, vous êtes neurologue. Vous êtes dans la ville de Deauville. Nous sommes en France. Valérie Niek. Serge Alain Autou, vous savez, quelqu'un disait, dans la maison de l'analyse, lorsque l'émotion entre par la porte, la raison sort par la fenêtre. Ce que Dr Nokam et Madame Marlèse Bell viennent de nous servir après que ils aient subitement découvert que je suis une personne du MRC. Vraiment, c'est simplement, j'avais envie d'utiliser le mot de Dame Marlèse, du théâtre. Mais je ne vais pas l'utiliser, je dirais c'est de l'émotion. Rendez-vous compte, subitement, il est devenu agressif, il a changé de ton carrément. Et ça passe encore. Mais Madame Marlèse Bell ici, mais elle a failli sauter de son siège que, hey, qu'ai-je en face de moi? En réalité, Serge Alain Autou, permettez-moi de dire aux téléspectateurs que Madame Marlèse Bell a eu l'attitude nette du gouvernement camerounais face au Covid. La façon elle se comportait avec moi, c'est exactement comme ça que le gouvernement camerounais s'est comporté face au Covid. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement camerounais, il savait qu'il existait une maladie comme le Covid. Mais il se disait que non, c'est seulement ailleurs, c'est pour les autres. Il n'a pas pris ses précautions. Il pensait que ça n'arriverait jamais chez lui. Et quand c'est arrivé chez lui, il a été comme surpris. Ouf, d'un sursaut. Exactement comme Mme Marlèse Bell, elle a fait tout à l'heure. Elle a été surprise que, hey, c'est MRCG en face de moi. Oui, Mme Marlèse Bell, c'est bien le MRC que vous avez en face de vous. Et je continuerai de l'être tant que je suis convaincue des idéologies de ce parti. Mais laissons ce côté. Je continue, Serge Alain Autou, pour dire, les enseignants n'ont pas dit qu'ils n'iront pas à l'école. Non. Mais ils ont donné un minimum de choses à respecter. Il y a un minimum de choses. Il faudrait tout au moins qu'on s'assure que leur sécurité sera garantie. Il faudrait qu'on s'assure qu'en partant donner les cours, ils ne courent pas le risque de contracter cette maladie. Mais moi, j'ai envie de demander à Mme Marlèse, le fameux remède dont on parle, de Monseigneur Cléda, par exemple, qu'en est-il réellement? Parce qu'il serait bon, par exemple, un peu comme à Madagascar, qu'on distribue ce remède chaque jour aux enseignants et aux élèves. Si on arrive à distribuer ce remède de Monseigneur Cléda chaque jour aux enseignants, aux élèves, ou tout au moins tous les 2 jours, mais je pense que très largement, il n'y aurait plus, ou alors il y aura carrément une chute de ce coronavirus. Et pour parler de Monseigneur Cléda, vous le savez très bien, il a carrément fermé ses écoles. Lui qui a le remède. Monseigneur Cléda, qui dit avoir le remède, il a fermé ses écoles. Il a dit le 1er juin, ces écoles n'ouvriront pas leurs portes. Vous pensez que c'est quelqu'un qui n'est pas censé, ou vous pensez qu'il n'a pas le souci de ses étudiants? Non. Je pense simplement qu'il est suffisamment raisonnable. Il a suffisamment de la raison et non de l'émotion pour gérer cette situation. Voilà. Oui. Marlèse Bell. On ne va pas... Valérie Niek. Madame Valérie Niek. Je vous en prie. Oui, du MRC. Tout à fait. Voilà. Et je m'affirme. Quand je le dis, c'est pas parce que j'ai une aversion. J'ai beaucoup d'amis dans le MRC. Mais je sais comment je les traite.
J'ai un traitement spécial pour eux. Donc, comme je n'ai pas... J'ai fait une confusion entre vous. Il y a déjà trop de belles femmes en politique. Hein. Ah bon? Avant, il n'y en avait pas? Dis donc, il y avait les mamans comme nous, comme ça. Je dis, les jeunes, il y en a de plus en plus et elles sont... Et j'ai eu une petite confusion dans mon esprit avec une dame du PCRM. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle soit là et qu'elle se batte pour son parti. Ce que je voulais lui dire, c'est que je n'ai rien contre le MRC en tant que parti politique. Il a fait son flop politique. Il va l'assumer. Mais maintenant, il reste un parti au Cameroun. Et il doit contribuer en tant que parti politique à l'édification de notre nation. Donc, je ne vois pas... Tout ce que je leur ai reproché pendant tout ce combat Covid, c'est le fait qu'il ait essayé de se positionner en challenger. Hein, c'est tout. Bon, maintenant, je reviens à la rentrée parce que c'est important. Oui. Et les parents qui nous écoutent, je voudrais pouvoir les rassurer. Oui, quand rapidement. On parle lycée Josse, c'est parce que moi, je suis lycée Josse et je suis sur le plateau. Oui. Mais il y a plusieurs établissements qui ont mis en place des plans aussi efficaces que celui du lycée Josse. Donc, je dis simplement aux parents, soyez vigilants, puisque vous faites vous-même partie de la communauté éducative. Soyez présents quand vous venez laisser votre enfant, venez le laisser en observant, en vous assurant que vous êtes en train de le laisser entre de bonnes mains. On parle toujours du lycée Josse. Parce qu'il y a aussi, c'est très souvent dans les lycées UP qu'on dépose les enfants. Non, je n'ai pas dit la déposer. La plupart des enfants... J'ai dit, mais là nous sommes dans les classes terminales. Oui. Pour les 3 premiers jours là. Je pense que ce que je viens de dire aura peut-être sera important pour les classes de 3e. Oui. Mais pour les terminales, non. Et puis ils sont 380. Encadrer 380, c'est un effectif quand même pas très paniquant. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je voudrais que les parents sachent que le gouvernement du Cameroun n'a aucun intérêt à exposer un seul de ses enfants face au danger. Non. Le gouvernement du Cameroun a le devoir régalien de s'occuper de l'éducation, de la socialisation des enfants. Parce que c'est ces enfants, ce sont ces ressources. C'est le capital ressource que nous avons. Nous ne pouvons pas l'abîmer. Et vouloir faire croire aux parents que le gouvernement aurait ce type d'intention, je pense que c'est simplement du populisme. Okay. Donc, amenez vos enfants ou alors faites-les déposer pour ceux qui ont des voitures ou alors embrassez-les quand ils partent. Souhaitez-leur une bonne journée. Dites-leur d'être prudents, de rester protégés avec le masque, de se laver les mains. Tout parce que vous-même, vous êtes un éducateur. Ouais. Donc, faites aussi ce travail. Ça va nous permettre de boucler cette rentrée, cette session scolaire qui va durer à peine un mois. Vous permettez, rapidement, 30 secondes. Vraiment très rapidement. Juste pour dire, pour prendre à témoin les téléspectateurs, pour dire que Madame Marlise Bell ici a dit, le discours populiste, effectivement, c'est réussi à tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, comme eux, le RDPC. Nous n'y sommes pas. Ça veut dire qu'en réalité, c'est nous qui ne faisons pas dans du populisme, mais c'est vous qui faites dans du populisme. C'est quoi le populisme, madame? C'est à vous de nous dire. Vous pouvez nous définir le populisme? Merci, parce que vous êtes en plein dedans, vous. Hein. Merci, honorable Marlise Doualabel. Merci à vous également, Valérie Niek. Merci au docteur Nokam à Deauville. Merci au docteur Touba Amiens. Bonne soirée à vous, madame, messieurs. Bonsoir, Bac Baiser 2.